est docteur en sciences politiques, professeur agrégé de sciences politiques, professeur d'université à Sciences Po Paris. Depuis octobre 2008, il est directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. En 2012, il a été membre du Visitor Program du Bureau of European Policy Advisors, aux côtés du président de la Commission européenne. Ses travaux portent sur les transformations du pouvoir politique, l'opinion publique et ses manifestations, les mouvements électoraux en France et en Europe. Il est régulièrement invité dans plusieurs émissions, notamment dans l'émission politique C'est dans l'air en tant que chroniqueur, mais plus généralement dans les médias. Pour son ouvrage Populisme, la pente fatale, Dominique Régnier a reçu le prix du livre politique en 2012, ainsi que le prix du livre des députés la même année. Il est chevalier de l'Ordre du Mérite et chevalier de la Légion d'honneur. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Dominique Régnier. Merci, cher Xavier Pavie. Merci, mesdames et messieurs. Je me suis trouvé surpris à ce rappel de deux décorations qu'effectivement j'ai reçues, mais tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, elles ne me paraissaient pas s'adresser à moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce sentiment. Le thème dont je voudrais aujourd'hui vous parler, en espérant éclairer vos réflexions, et puis en prévision de l'échange que nous devons avoir, touche évidemment la question politique. C'est mon travail d'essayer de comprendre le fait politique. C'est un sujet immense et complexe, mais aussi central. Et une de ses caractéristiques, je crois, j'ai plaisir à le dire ici, une des caractéristiques de l'objet politique, il est que, selon la formule consacrée, qui peut-être a été énoncée différemment, mais le contenu est clair, on peut très bien ne pas s'intéresser à la politique, mais la politique, de toute façon, s'intéressera à nous. Et c'est un objet auquel on n'échappe pas, en réalité. Il n'y a pas de situation où on ne se trouve pas, en réalité, impliqué dans une relation politique. Pas toujours une information que l'on juge plaisante, si on a le sentiment de ne pas vouloir s'occuper de politique ou de ne pas s'y intéresser. Mais il est impossible, en tout cas je le crois, il est impossible de ne pas être engagé politiquement, même si parfois on a le sentiment d'être neutre ou à l'écart. Je voudrais ici, dans le temps qui m'est donné, une quarantaine de minutes, réfléchir avec vous sur un objet politique particulier à l'intérieur de la politique, qui est la question du pouvoir. Et voir comment, au fond, on peut interroger les mutations en cours du pouvoir, c'est-à-dire cette capacité à contraindre, à agir toute personne qui n'a pas spontanément eu l'intention d'agir en ce sens. Et il s'agira à la fois du pouvoir politique, mais aussi du pouvoir privé, je vous en dirai un mot, et singulièrement aujourd'hui, parce qu'il me semble que l'une des caractéristiques de notre époque, qui sera encore plus la vôtre que la mienne, il me semble qu'une caractéristique de notre époque est de voir s'opérer, ça peut avoir lieu dans le passé, mais cela fait retour, une sorte de métissage entre le pouvoir de nature publique et le pouvoir de nature privée. Et c'est quelque chose qu'il faut regarder avec beaucoup de soin. Pourquoi s'interroger aujourd'hui sur la question du pouvoir ? Je voudrais vous donner 2 ou 3 raisons pour dire qu'il y a là une réflexion nécessaire maintenant, c'est-à-dire maintenant depuis quelque temps et pour quelque temps encore sans doute, parce que nous sommes dans un contexte, chacun le sait, on le répète 100 fois par jour. Parfois d'ailleurs le fait de répéter les choses 100 fois par jour fait que précisément on n'arrive pas à comprendre ce dont il est question. Vous savez ça. Donc il faut y faire attention, mais on répète 100 fois par jour que nous sommes entrés dans l'âge de la globalisation. C'est une notion que je fais mienne. Je préfère d'ailleurs, pour faire une distinction qui peut-être vous sera utile, je préfère pour ma part l'anglicisme globalisation à sa version française de mondialisation. Je fais une différence entre les deux notions. De mon point de vue, la mondialisation, c'est ce moment très caractéristique, mais antérieur
où l'humanité a eu la compréhension et l'expérience qu'elle formait un tout, qu'il était possible d'aller partout sur le globe, désormais la Terre définie comme un globe d'une part, et d'autre part la conscience, la certitude que cela prendrait du temps, nous irions sans doute assez lentement, mais nous pourrions aller partout pour échanger, pour conquérir aussi, pour découvrir. Ça, par convention, pour moi, je le fais remonter à la découverte de l'Amérique. C'est une convention, tout cela, par Christophe Colomb en 1492. Ce ne sont que des conventions là qui se succèdent. Mais enfin, ce sont les idées qui ont été retenues, les points de repère retenus, je le ferai mien. Je distingue cela de la globalisation, qui est cette époque de la mondialisation où nos existences humaines ont tendance à s'incorporer, à s'encastrer, à entrer dans un même corps public. Et cela, pour ma part, je le fais démarrer à la fin du XIXe siècle, parce qu'il y a, d'une part, une première globalisation économique dans le sens que nous comprenons aujourd'hui. En gros, cette idée que la forme d'organisation économique qui peut se répandre sur l'ensemble du globe, c'est le marché, que la notion de marché est appropriée en harmonie, si vous voulez, avec la totalité du globe, et que c'est donc une forme d'organisation économique qui est compatible avec l'universalisation, et puis par toute une série d'innovations technologiques, et j'ai plaisir à le dire en présence de Xavier Pavie, parce qu'il a un travail sur l'innovation et la philosophie de l'innovation. Je dirige la Fondation pour l'innovation politique, ce sont des objets qui nous préoccupent l'un et l'autre. Et je voudrais ici dire, je n'ai pas perdu le fil de mon idée, je voudrais ici vous dire que les innovations technologiques sont extraordinairement importantes parce qu'elles viennent déchirer soudainement une sorte d'ordre établi des choses, une façon de faire, une manière même de penser, d'être, d'échanger. Mais lorsque ce sont des innovations technologiques, c'est de l'ordre du surgissement. C'est pourquoi moi je parle d'un déchirement. C'est une apparition, quelque chose de très brutal, qui ne peut pas ou très difficilement être anticipé, qui est précédé souvent, comme vous le savez, de beaucoup d'échecs. C'est très injuste de consacrer l'innovateur, puisque vous le savez, son innovation est fille de tous les échecs antérieurs qui, bien sûr, eux, ne font pas l'objet de titres de gloire. Mais lorsque l'innovation surgit et qu'elle bouleverse le monde dans lequel elle apparaît, généralement, elle produit un effet d'accélération de l'histoire et de redistribution de tous les pouvoirs. Alors, il y a beaucoup d'exemples, et il ne s'agit pas d'en faire la liste ici. À la fin du XIXe siècle, dans la seconde moitié, il y a toute une série d'innovations technologiques. Pour chacune, on pourrait trouver des ancêtres qui nous feraient remonter plus loin dans le temps, au Moyen-Âge, peut-être même encore dans l'Antiquité. Donc on ne peut pas faire à chaque fois la généalogie, bien sûr. Et toute histoire a sa généalogie et ses racines les plus profondes, évidemment, remonte sans doute au début de notre humanité. Mais à la fin du XIXe siècle, dans la seconde moitié, il y a toute une série d'innovations qui viennent donner la conscience que nous allons pouvoir, nous les humains, un jour, communiquer directement entre nous, donc directement, quelle que soit la distance qui va nous séparer, et sans aucune limite. Et c'est comme ça que vous voyez apparaître, à la fin du XIXe siècle, le mot télécommunication qui surgit pour donner le concept de ce qui se fabrique. La radiodiffusion, le mot télévision qui apparaît en 1900 et le prototype de la télévision, la première télévision, c'est un prototype qui a été montré à l'exposition universelle de Paris vers 1900, si je ne me trompe pas. C'est quoi? On appelle ça téléviseur, télévision, voir de loin. Qu'est-ce que c'est? C'est la création d'un signal lumineux sur écran. Vous voyez? C'est le premier. Il est unique. Mais on comprend à ce moment-là qu'en multipliant les signaux lumineux, on pourra faire des images et les transmettre. Et donc, toute une série, je ne vais pas les lister, le téléphone, que je n'ai pas cité, mais que vous aviez peut-être déjà à l'esprit, le premier téléphone sans fil, il date de 1890-1895. Donc, ce sont des
des innovations qui sont des applications de cette grande rupture qui est la conviction que l'on va pouvoir échanger entre tous les humains, pas seulement les voisins, quelle que soit la distance qui nous sépare les uns des autres, et ce directement grâce à ces nouvelles technologies qui nous font entrer dans ce que moi j'appelle la globalisation. Je ne suis sans doute pas le seul, mais en tout cas c'est la définition que j'en donne, c'est-à-dire à la fois une planète qui est mondialisée, c'est-à-dire que nous savons que c'est la planète sur laquelle vivent les humains, que nous pouvons la parcourir entièrement à des vitesses différentes, échanger des idées, des capitaux, des biens, se rencontrer, se faire la guerre, etc. Toutes les formes de relations seront possibles sur cette planète qui est la nôtre. Mais en même temps, élément supplémentaire, nous appartenons au même espace public. Nous sommes dans le même espace de préoccupation et de communication. Ça, pour moi, c'est la globalisation. Et cette globalisation, elle se déploie avec une vitesse qui est celle des premières technologies, j'en ai cité quelques-unes, et puis elle a une accélération, évidemment, avec l'apparition des outils que vous connaissez et qui sont... qu'on peut résumer, je dirais, autour du web et de son apparition au milieu des années 90. Là aussi, il y a toujours une histoire à l'histoire, je ne vais pas la faire, mais disons au milieu des années 90, et donc un véritable village global. La formule est de Marshall McLuhan, la formule date des années 60, bien avant l'invention du web, mais déjà le concept du village global était présent. Je crois d'ailleurs pour ma part, je fais la remarque au passage, je crois pour ma part que les concepts, les idées, les représentations mentales des innovations font partie de ce qui féconde les innovations technologiques. C'est d'ailleurs aussi pourquoi on s'étonne parfois, mais je crois à tort, de trouver dans la littérature de fiction, dans les ouvrages de science-fiction, la description d'un monde qui est aujourd'hui le nôtre. Si nous faisons de la rétro-prévision, on y trouve un monde qui est aujourd'hui le nôtre, pour partie, bien sûr, on y voit bien les idées. Ces idées-là, tout à fait irréelles à l'époque, qui faisaient rêver ou qui paraissaient étranges, ces idées devenues des réalités ont participé à la fécondation de l'esprit technologique et scientifique qui les a fait apparaître comme des réalités. Donc ce ne sont pas des mondes qu'il faut séparer. Cette imagination artistique, créatrice, littéraire, poétique même, d'un côté, et puis de l'autre, la création réellement d'innovation technologique et scientifique. On ne sait pas, en tout cas moi je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait faire cette enquête de manière assez simple, mais de tous les innovateurs, si nous pouvions les interroger, de quels rêves était peuplée leur enfance, qu'ont-ils lu, qu'est-ce qui les a amenés à cette agilité d'esprit, cette capacité à penser différemment, à apporter au monde la réponse à une question que parfois ils ne se posent même pas. On commence parfois par la réponse et ensuite on comprend la question. Eh bien, dans ce contexte qui est le nôtre aujourd'hui, que l'on désigne donc comme la globalisation, je dirais que c'est une globalisation, et ça je voudrais le dire avec force, c'est une globalisation, il y a beaucoup de naïveté à ce sujet, c'est une globalisation qui est irréversible. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle, vous en êtes juge, moi je n'ai pas à juger de ça, mais c'est irréversible. Nous sommes dans un processus, ce n'est pas un projet politique. Un projet politique, on peut défaire ce qui a été fait. Un processus, ce n'est pas possible. La globalisation, en ce sens, c'est l'humanité qui est totalement intégrée à sa propre existence par toute une série d'activités et par les conséquences de ces activités. Il y a aujourd'hui un argument qui est très puissant pour démontrer cela, c'est celui du réchauffement climatique. C'est l'argument qui me paraît dirimant en quelque sorte. Une bonne partie du réchauffement climatique est à coup sûr une résultante de l'activité humaine sur une assez longue période, mais enfin c'est ainsi. Le réchauffement climatique est un phénomène globalisé. On ne peut pas se mettre quelque part à l'abri en tant que nation, que communauté, qu'ensemble politique du réchauffement climatique. C'est un fait universel, global, et la réponse qui sera apportée sera globale ou ne sera pas. Donc on peut bien vouloir déglobaliser, démondialiser ou renationaliser. Ça n'empêchera pas la question du réchauffement climatique de se poser avec une force qui appelle
une cosmopolitique, une politique à dimension globale. Et cela, donc, me paraît relever du phénomène irréversible. Alors, irréversible, ça veut dire à l'échelle des vies humaines. Bon, il y aura d'autres générations, et je ne sais pas, évidemment, je n'ai pas idée de ce qui se passera dans quelques siècles. Il est difficile de savoir ce qui se passe dans un temps très court, a fortiori sur une longue période. Vous me direz, l'avantage de la prévision sur la longue période, c'est que la vérification ne vous confronte pas à vos propres pronostics. Donc la globalisation me paraît être un phénomène définitif, de même que la phase actuelle, dans ses conséquences d'innovation et de disruption technologique. Je l'ai déjà dit, j'insiste un peu là-dessus, c'est pour moi un aspect déterminant. Vous avez d'ailleurs déjà discuté et réfléchi à ce sujet, par exemple, en écoutant René Friedman. Je trouve que c'est une excellente idée de l'avoir invité, d'avoir discuté avec lui. C'est véritablement une illustration de cette rupture technologique, de ce type de savoirs qui sont aujourd'hui à l'œuvre, qu'on appelle parfois, vous le savez peut-être, je suis désolé, je vais dire toute une série de choses que vous savez, mais il s'agit de développer un argument, les NBIC, le monde des nanotechnologies, des biotechnologies, des sciences cognitives, de l'informatique, dans quoi on trouve évidemment l'intelligence artificielle qui fait partie de ces savoirs qui, dans leur rencontre, et c'est ça qui compte, c'est moins la segmentation de ces savoirs, les NBIC, que leur convergence. C'est ça l'événement, c'est la convergence de ces NBIC qui sont en capacité, et ce n'est pas une fable, ce n'est pas une prévision, c'est déjà une réalité, et cette histoire s'accélère, elle génère une accélération d'ailleurs, elle est comme en quelque sorte exponentielle à elle-même, c'est la capacité qui ne s'est jamais présentée dans l'histoire des humains et qui se présente à nous aujourd'hui, donc ce n'est pas rien tout cela, c'est la capacité de fabriquer, et là aussi je ne m'en réjouis ni ne m'en plains. C'est à vous de savoir ça, ce qu'il faut en penser. Ce sont de grandes questions particulièrement compliquées et particulièrement graves. Mais nous avons pour la première fois la capacité d'inventer une nouvelle espèce humaine. Et d'une certaine manière, cette invention a déjà eu lieu en Chine, lorsqu'il y a quelques mois, au terme d'une expérience biologique réputée vouloir équiper des nouveau-nés d'un code génétique, d'un capital génétique qui les mettrait à l'abri du sida, eh bien, on a inventé 2 êtres humains qui ont une composante génétique nouvelle et qui peuvent partager par la propagation, mais qui n'étaient pas donnés à l'état naturel et qui sortent des laboratoires, où les progrès considérables qui sont faits dans ce domaine-là, presque chaque jour. Moi, j'ai créé un petit outil de veille qui s'appelle Anthropotechnie, où on s'efforce simplement de faire le suivi des innovations qui sont annoncées de façon sérieuse et documentée. Déjà, ceci est très compliqué, tant les innovations se multiplient à une vitesse augmentée et touchent des sujets complexes et en même temps essentiels. Tout ceci, évidemment, si c'est de la connaissance, si c'est de l'innovation, c'est à la fois du profit, du progrès, de la puissance, du pouvoir. Il y a tout ça dedans. Et donc ce sera à la fois un objet de partage, d'appropriation, de convoitise, un sujet de conflit, de confrontation, à n'en pas douter. Ce sont de grands sujets qui vont refonder, qui refondent en ce moment le pouvoir dans le monde. Pour la première fois en 2018, une majorité de brevets scientifiques a été déposée dans le monde asiatique. La majorité des brevets scientifiques a été déposée par le monde asiatique, plus d'un quart par la Chine seule. Et cette bascule qui devait avoir lieu, qui d'ailleurs n'est pas ni scandaleuse ni préoccupante, elle est assez logique compte tenu de l'importance de ces pays-là, mais évidemment elle va changer la nature de la connaissance, sa vitesse de développement, et puis ses implications dans la distribution à la fois de la puissance économique et de la puissance politique. Il est évident
que le pouvoir politique est à la veille d'une très grande mutation, que déjà la mutation a commencé, et sans doute que nous sommes, mais c'est ainsi, hein, sans doute que nous sommes nous-mêmes, comme individus, comme citoyens, comme chercheurs, comme amateurs, comme citoyens préoccupés, tout ce que l'on voudra, nous sommes sans doute très en retard pour comprendre l'évolution de cette maturation, comment le pouvoir est en train de se transformer. Cela va nous affecter, cela nous affecte déjà, mais nous n'avons pas encore réussi à anticiper les mouvements qui sont à l'œuvre. On voit un peu, mais c'est très flou, et il est très difficile de savoir ce que ce sera, ne serait-ce que dans 5 ou 10 ans. Très difficile. Mais à coup sûr, en tout cas moi j'en prends le pari, à coup sûr, le paysage sera profondément bouleversé avant la fin de la décennie. À coup sûr. Et là, il faut s'interroger sur le pouvoir qui peut surgir dans ce XXIe siècle déjà largement entamé. Je voudrais avec vous lister une série de questions-réflexions sur le pouvoir, est-ce qu'il peut devenir ou ne pas être. Et évidemment, selon qu'il sera plutôt ceci ou plutôt cela, vous aurez une idée du futur et de notre condition individuelle et collective dans ce futur. D'abord, moi j'ai isolé, tout est contestable évidemment, hein, ce sont des sujets bien trop vastes pour qu'on puisse prétendre les embrasser aussi rapidement, hein, donc je veux le redire ici, j'ai plaisir à échanger avec vous, je suis très honoré de pouvoir le faire aujourd'hui, je vous en remercie beaucoup. Il faut être très modeste quand on parle de tout ça parce que c'est très compliqué. Évidemment, ça nous dépasse, ça me dépasse entièrement et je fais une série d'interrogations qui sans doute sont incomplètes, hein, seront complétées par vous ou remises en question, cela va de soi. Mais j'isole une série de caractéristiques du pouvoir de façon très neutre. D'abord, le pouvoir doit être efficace, c'est-à-dire avoir une capacité à délivrer des résultats attendus. Mais dans cette efficacité, pour ma part, si je pense au pouvoir politique, spécifiquement ici, j'ajouterai dans l'efficacité sa capacité à se perpétuer lui-même. Je voudrais insister, je ne fais que le dire, hein, je ne vais pas développer ce point, sauf si vous le souhaitez dans les échanges. Je voudrais insister sur ce point, c'est un point qui peut paraître cynique, ça n'est pas cynique, en tout cas pas de mon point de vue, moi je pense que c'est analytique, factuel, empirique. Le pouvoir cherche à persister, comme tout ce qui est vivant d'ailleurs. Il cherche à persister, à continuer d'être. Et tout pouvoir a pour première préoccupation de continuer à exister. Et cette première préoccupation, elle déclasse tout le reste. Tout ce qui n'est pas perpétuation du pouvoir est de second rang pour le pouvoir. Il ne faut pas là-dessus se faire d'illusions. Un pouvoir ne peut pas être bienveillant, ça n'est pas possible. J'espère que ça ne vous choque pas que je le dise comme ça. Un pouvoir est bienveillant en second rang. En premier rang, il y a sa perpétuation. Et si son sentiment est qu'il est menacé de ne pas exister, le pouvoir sera sans difficulté, ça prendra plus ou moins de temps, ça dépend de beaucoup de critères, mais pourra sans difficulté pivoter, se transformer en un pouvoir extrêmement désagréable qui concentrera sa volonté et sa force sur sa propre perpétuation, quel qu'en soit le prix. Parfois, par exemple, les pouvoirs changent de régime pour demeurer. C'est ce type de phénomène que l'on peut observer dans l'histoire. Donc l'efficacité à délivrer, et à commencer par délivrer le service que le pouvoir se doit à lui-même, qui est de se perpétuer. Deuxième élément que je crois déterminant, c'est une capacité stratégique, c'est-à-dire une capacité en tant que pouvoir à comprendre, anticiper pour entreprendre, ce que moi j'appelle le regard souverain, la capacité à voir juste et loin, et de manière très froide, quel est l'intérêt de l'institution que je suis, quel est l'intérêt de la communauté dont je suis l'institution, si je suis un État par exemple, est-ce que je peux voir assez loin
assez juste et définir une stratégie pour y parvenir. Ceci vous paraît peut-être logique et simple dans l'ordre de l'entreprise. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est logique et simple dans l'entreprise, je ne crois pas. Mais enfin, on peut l'imaginer, en tout cas c'est nécessaire. Ça n'est pas moins nécessaire dans l'ordre politique, et c'est pourtant très compliqué dans l'ordre politique en fonction de la forme que prend le pouvoir. Dans un système délibératif, une démocratie par exemple, il est plus difficile que dans un système autoritaire de voir loin et d'entreprendre fermement une action, parce qu'il y a tout un travail de persuasion, de consensus à produire sur de longues durées. Et si le pouvoir, par exemple, vous est donné pour 5 ans, c'est difficile d'entreprendre pour 50 ans. Donc il y a des caractéristiques qui vont placer certaines formes de pouvoir plus en fragilité qu'en solidité devant certaines fonctions essentielles comme celle d'exercer ce regard souverain, comprendre, anticiper et entreprendre pour le long terme. Troisième élément, la légitimité. On pourrait dire beaucoup de choses sur la légitimité, évidemment, ainsi que presque sur chaque mot prononcé, mais la légitimité ici, c'est-à-dire la forme et le degré d'acceptation du pouvoir. Est-ce un pouvoir qui me contraint? Est-ce un pouvoir qui repose sur mon adhésion, mon consentement? C'est toujours un peu les deux. C'est jamais tout à fait, absolument du consentement. C'est jamais non plus tout à fait, absolument de la contrainte. Je passe là-dessus, mais c'est très... on ne peut pas le montrer sous cette forme pure, ni consentement parfait, ni contrainte absolue. C'est une combinaison des deux, une question de dosage. Mais évidemment, la contrainte, ça suppose la force plus la crainte. Si j'obéis sous la contrainte, c'est qu'une force me contraint et c'est que j'ai peur de cette force. Donc il faut être capable de mobiliser la force, la contrainte, la crainte. Il faut susciter de la crainte. Si le pouvoir repose sur l'adhésion, eh bien, cela suppose le choix. Je peux vraiment adhérer si j'ai eu le choix de ne pas adhérer. Et cela suppose une forme de rétribution. Ça peut être une rétribution morale, politique, économique, mais il y a une forme de récompense. Le pouvoir sera-t-il individuel dans son exercice, collectif par tous, collégial par quelques-uns? Et vous voyez, bien sûr, ce n'est pas la même forme de pouvoir à chaque fois. Il y a de très grandes différences dans les conséquences. Le pouvoir sera-t-il global ou local, je veux dire national ou régional? J'ai commencé par la globalisation. Allons-nous voir apparaître, en accord avec la globalisation, un pouvoir politique global? Là aussi, je ne sais pas s'il faut le souhaiter ou le redouter. Je vous laisse décider de ça ou en discuter. Mais est-ce que c'est ça la conséquence de la globalisation? Un pouvoir global? Le pouvoir global serait une première, en quelque sorte. Il y a eu déjà eu des empires. Mais là, nous aurions, d'une certaine manière, l'empire sans frontières, pour la première fois. L'empire monde. C'est aussi ce qu'on pourrait appeler une prison sans barreaux. Si l'empire monde est un empire qui oppresse, il n'y a pas de lieu de fuite. Quand j'étais tout jeune lycéen, j'étais allé voir un film dont je n'ai aucun souvenir, sinon le titre qui était amusant. En cas de guerre mondiale, je file à l'étranger. C'est pareil. En cas d'empire global, il n'y a pas d'exil possible. Et donc, c'est une question nouvelle qui se pose à nous, celle d'un ordre politique qui pourrait, comme un empire sans frontières, devenir aussi une prison sans barreaux. Et je dirais que, d'une certaine manière, quelle que soit la forme du régime, s'il n'y a pas d'autre possible, d'extérieur possible, c'est une forme de prison. Donc, des interrogations de ce type, évidemment, doivent également être posées. Ce pouvoir sera-t-il matériel
ou immatériel, c'est toujours un peu les deux. Matériel, c'est physique. Par exemple, on construit des murs physiques aujourd'hui, vous savez. Je crois que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas construit autant de murs qu'aujourd'hui pour séparer des pays, des zones géographiques. Donc ça, c'est bel et bien physique. On fait des appels, d'ailleurs, on fait des appels aux constructeurs, on fait des appels d'offres sur des projets physiques de murs. Mais il y a aussi les forces immatérielles, où dont la matérialité s'est métamorphosée. Je ne pense pas simplement au pouvoir religieux ou spirituel, au pouvoir idéologique, mais aussi à la forme. Alors, on peut contester l'emploi du terme immatériel pour cela, j'en conviens, mais à la forme numérique, la numérisation du monde, qui crée une nouvelle géographie. En quelque sorte, s'il n'y avait pas un intranet chinois et en voie de constitution un intranet russe, et quelques intranets comme ça qui se constituent pour se mettre à l'abri du village global, on pourrait presque dire que nous avons touché le monde sans frontières par le numérique. Et d'ailleurs, on le voit, puisque nous avons énormément de questions qui sont apparues dans le domaine de la liberté d'opinion, parce que nous étions dans un monde universel. Et que les tolérances locales n'étaient pas en harmonie avec d'autres tolérances locales, et qu'ainsi, se rencontrant dans un monde universel, les incompréhensions se manifestaient. C'est un peu une des caractéristiques de l'époque. Donc nous sommes dans une sorte de monde sans frontières par la numérisation. Alors c'est à relativiser, je l'ai dit très vite. Vous le feriez évidemment plus soigneusement s'il fallait prendre un peu plus de temps. Et ce pouvoir sera-t-il démocratique ou autoritaire, quelle que soit sa dimension, globale ou locale? Il y a les deux aujourd'hui dans le monde. Je vous fais remarquer que depuis à peu près 2005, il y a moins de démocratie dans le monde ou une fragilisation des démocraties existantes, tandis que la séquence 1991-2005 a été une séquence historique de développement de la forme démocratique, et il n'y a jamais eu autant de pays démocratiques dans le monde qu'au cours de la période 1991-2005. Une majorité d'États étaient démocratiques. Ce processus semble aujourd'hui se défaire. On verra si c'est confirmé, mais les années qui suivent montrent plutôt une déconsolidation, un recul de la forme démocratique au profit d'une forme autoritaire, parfois qualifiée d'illibérale. Cet État sera-t-il plus savant que religieux ou plus religieux que savant? C'est aussi une question, puisque vous savez qu'il y a, pour les Français en particulier, c'est une expérience compliquée. C'est moins compliqué ailleurs. Il y a peu de pays comme nous, un peu la République tchèque en Europe, mais il y a peu de pays comme nous. Pour les Français en particulier, le retour du religieux est une question qui déstabilise, mais la globalisation, je n'ai pas le temps de développer ce point, s'accompagne d'une réaffirmation du fait religieux dans le monde, des raisons qui s'expliquent, je passe, et cela pose la question des ordres théologico-politiques, c'est-à-dire d'ordre politique fondés sur la religion, qui ont un bénéfice domestique. Il est plus efficace pour le pouvoir d'être obéi quand il s'appuie sur une religion à laquelle adhère la société. C'est constaté depuis très longtemps et théorisé depuis longtemps. En même temps, la religion, dans une société, est un obstacle, ou peut constituer un obstacle, au passage aux innovations, qui sont la source du pouvoir du XXIe siècle. Et donc, il peut y avoir aussi une source de marginalisation des sociétés religiosisées, si je puis dire, dans un monde où l'innovation est devenue une des sources principales du pouvoir. Le pouvoir sera-t-il public ou privé? J'en ai dit un mot tout à l'heure. C'est juste pour faire référence à cette, je dois aller plus vite, mais à cette singularité contemporaine. Pour vous, ce sont des choses très familières parce que vous êtes des natifs de ce monde-là. Sachez, vous en étonnez quand même, ce que l'on appelle les big tech, qui font nos vies, qui trament nos vies. Les big tech sont des entreprises privées qui ont une capacité à la souveraineté privée. C'est nouveau. C'est nouveau. Je ne peux pas, en tant qu'État souverain, l'État français, l'État américain, peut-être qu'il faudrait voir le détail de ce que je viens de dire là à l'instant, mais l'État français, ça c'est sûr, la plupart des États, je pense quand même aussi les États-Unis, n'ont pas la capacité, sauf dans une relation de grand conflit, de contraindre Google à donner les clés de ses algorithmes.
il y a une souveraineté privée. Et il ne s'agit pas de fabriquer des automobiles comme le faisait Ford ou General Motors. Il s'agit d'équiper tous les outils de communication, de télécommunication, etc., de systèmes, dont la clé est détenue en réalité par des entreprises privées qui ont une capacité d'action qui est de l'ordre de la puissance publique. À quoi on pourrait ajouter, et certains font les deux ou proposent de faire les deux, à quoi on pourrait ajouter les monnaies privées. Là aussi, vous connaissez, vous êtes dedans, c'est votre époque. Mais sachez que du point de vue de la théorie politique, la création monétaire est depuis très longtemps une des caractéristiques de la souveraineté politique, et l'apparition de monnaies privées, en particulier sous l'effet du développement du numérique et des blockchains, etc., l'apparition de monnaies privées est une révolution qui appellera une réaction, j'imagine, des formes classiques de pouvoir, ou alors une dépossession des pouvoirs classiques au détriment des big tech comme puissances privées capables de rivaliser sur certains sujets avec les puissances politiques. Déjà, peut-être l'avez-vous vécu, si vous utilisez les réseaux sociaux, je suppose que c'est le cas, vous êtes modéré par des entreprises privées et les juridictions nationales, françaises et même américaines ne sont pas capables réellement de vous garantir la liberté d'opinion qui vous est garantie, par exemple, dans le droit américain ou le droit français. Si on suspend un compte, c'est une entreprise privée qui le fait, dans la plupart des cas, par ses règles à elle, et il est très difficile de faire appel devant un tribunal, sinon devant l'entreprise elle-même, de cette décision. On va voir apparaître, c'est déjà le cas, des formes de censure privée qui vont nous affecter tous, puisque nous nous exprimons principalement via ces plateformes. Désormais, on est complètement passé là-dessus, ce qui n'était pas crédible, je dirais, il y a 10 ans, est complètement acquis aujourd'hui, comme vous le vivez, comme nous le savons tous. Et enfin, je voudrais terminer par les objets du pouvoir, ce qui va préoccuper le pouvoir dans les années qui viennent. D'abord, je l'ai dit, et ça c'est une espèce de vérité sans âge, et qui durera toujours, en tout cas j'en fais moi l'hypothèse, le pouvoir va s'occuper de sa propre perpétuation. Et ce sera sa préoccupation première. Et le reste viendra après. Et ceux qui ne le pensent pas ou ne le croient pas capable de cela, parce que le pouvoir les a rassurés, je crois se trompent et pêchent par une mauvaise interprétation de la nature du pouvoir. Ensuite, dans une humanité qui se développe aussi vite que la nôtre, puisque nous serons 10 milliards, vous le savez, en 2050, et la démographie est une science exacte, la conquête des ressources va devenir un objet de lutte de plus en plus intense. Et donc l'idée que nous allons vers un âge irénique de cohabitation harmonieuse entre les pouvoirs me paraît être à interroger, à examiner. On peut faire l'hypothèse d'une bataille pour la captation des ressources. D'ici 2060, il faudra multiplier par 2 les réserves d'eau potable mondiales. Un pays comme la Chine, avec son 1,5 milliard d'habitants, n'a que 7% de l'eau potable mondiale. On pose quelques chiffres comme cela et on se dit qu'il va y avoir des tensions très fortes sur l'eau comme matière première. Le Brésil, qui est un exportateur d'eau potable, qui développe cette activité depuis quelques années de façon très prospère, indique de nouvelles activités, mais il y aura inévitablement des tensions. La démographie sera un objet de la politique, elle l'a toujours été, c'est un objet structurant, je passe là-dessus, mais c'est absolument structurant, et chez les philosophes de l'Antiquité qui théorisent la politique, ils commencent par ça, ce qu'on appelle la quantité de peuple. Comment faire pour limiter ou pour accroître. C'est une donnée fondamentale. Je passe là-dessus. La nature humaine, je l'ai dit, le temps me manque pour en dire davantage, mais vous avez reçu René Friedman, vous avez parlé aussi de l'intelligence artificielle, donc vous savez beaucoup de choses là-dessus, mais c'est tout de même un point absolument décisif. J'espère que vous aurez l'occasion d'y réfléchir à nouveau. Vous serez sans aucun doute impacté par ces sujets-là. Je ne sais pas si René Friedman vous a parlé du Children Design, il a dit un mot de ça.
il y a un marché maintenant qui se développe sur la capacité que nous avons à designer l'enfant que vous allez avoir. Le designer, en fonction de critères sociaux, cognitifs, qui sont pour vous aujourd'hui ceux que, comme parents, vous identifiez comme les critères de la réussite sociale dans 20 ans. Et on commence à entrevoir des procès d'enfants qui reprocheront à leurs parents de ne pas les avoir designés et qui attribueront à ce non-design des difficultés dans la vie sociale, qui demanderont réparation, et des enfants qui feront des procès parce qu'ayant été designés, on a préempté leur liberté à devenir ce qu'ils auraient pu devenir sans avoir été prédéterminés. Ce sont des cas considérables qui apparaissent, y compris des compagnies d'assurance qui demandent à ce que l'on fasse des tests suffisamment poussés pour être sûr que les enfants n'ont pas, dans leur capital génétique, une probabilité de développer une maladie, en fonction de quoi on définit des tarifs différenciés d'assurance selon le résultat de l'analyse des probabilités. Donc toute une nouvelle humanité qui apparaît et qui pose des problèmes politiques, des problèmes évidemment moraux, chacun peut le comprendre, mais il faut savoir aussi que, juste pour terminer sur ce point-là qui appellerait beaucoup de commentaires et de développement, dans une société ouverte, s'il y a des individus qui ont la capacité économique de designer leur enfant à venir et qui souhaitent le faire, dans un monde démocratique, c'est très compliqué de les empêcher de le faire. C'est très compliqué. Et c'est très risqué même politiquement pour ceux qui voudraient en faire un projet politique. Ce sont des questions qui sont absolument essentielles. Je passe sur un effort auquel nous assistons de redéfinition, de redimensionnement de l'espace pour l'humanité. Et il s'agit bien de l'espace ici, dans l'espace, avec l'idée de nouveaux horizons, nouveaux usages de la Lune, conquête de Mars, recherche de matières premières ou de terres rares ailleurs que sur la planète. Ce sont les nouvelles politiques qui sont mises en œuvre. Ce sera sans doute très long, très lent, je l'imagine en tout cas, mais enfin, cela éclaire sur l'évolution de notre esprit. Et puis je terminerai, en vous remerciant beaucoup, j'étais un peu long, je suis vraiment navré, je terminerai en posant une série de caractéristiques simples sur de grands pouvoirs d'aujourd'hui. Je vais être simpliste, schématique, mais pour illustrer ce que je vous ai dit, de mon point de vue, je prendrai le cas de la Russie, de la Chine, des États-Unis, de l'Union européenne. Je voudrais parler de l'Afrique, je vais très vite, je vais être schématique. Si je regarde la Russie, j'y vois une nation impuissante sur le plan disruptif et illibérale sur le plan de son organisation, c'est-à-dire une nation qui n'a pas investi suffisamment dans la capacité qui était la sienne à disrupter le monde scientifique et technique. Les Russes sont étonnamment absents des grandes innovations depuis une trentaine d'années dans l'ordre, alors que beaucoup de Russes qui ont quitté la Russie sont à l'origine de ces innovations, comme vous le savez. Donc une sorte de puissance qui a, en quelque sorte, jusqu'à présent, raté le rendez-vous de la disruption et dans un régime organisé de façon autoritaire ou illibérale. Je peux le comparer à la Chine, où j'ai le même système autoritaire illibéral, mais avec une capacité disruptive considérable, puisque précisément la Chine investit, et avec succès, dans le domaine des sciences et technologies, dont je n'ai fait que dire un mot. Je vois les États-Unis comme une puissance disruptive et libérale, combinant à la fois une capacité scientifique et technologique et en même temps dans une organisation libérale. Je n'extrapole pas à outrance le cas de la personnalité du président américain actuel, qui est d'ailleurs le résultat d'une situation dans son pays, et je ferai plutôt l'hypothèse que c'est un phénomène de longue durée et non pas une exception. Enfin, ça, c'est autre chose.
mais en tout cas, j'y verrai une puissance disruptive et libérale. L'Europe, une organisation libérale et impuissante à disrupter. Peut-être que c'est injuste, mais il me semble que c'est une caractéristique par laquelle on peut comparer l'Europe aux autres puissances. Et enfin, je voudrais dire un mot, parce que pour moi c'est très lié. L'Europe, comme organisation, l'Union européenne, vous le savez, une organisation singulière. Moi, je vous invite à vous pencher là-dessus tout de même. Il y a une grande injustice à l'égard de l'idée européenne. Organisation transnationale. La seule organisation démocratique, la première dans l'histoire et la seule, qui a mis sur pied un parlement transnational élu directement par des peuples pour représenter collectivement les Européens. C'est la pointe la plus poussée de la démocratisation du monde. C'est coopératif, décentralisé. C'est fondé sur l'adhésion volontaire. Il y a même beaucoup de pays qui sont candidats et l'Europe dit plutôt non que oui. C'est une forme étonnante d'empire sur candidature, si vous voulez. On n'avait jamais vu ça. Avec une capacité à approfondir le lien communautaire jusqu'à la monnaie européenne. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont extraordinairement innovants du point de vue institutionnel et politique. C'est moins le cas du point de vue scientifique et technologique pour bien des raisons, mais on ne pourra pas les aborder ici. Et il me semble qu'une des clés de la puissance de l'Europe demain, c'est la nature de ses relations avec l'Afrique, qui me paraît être le continent, pas du tout oublié, très présent, mais dont on ne sait pas exactement comment parler, parce qu'il y a des signes contradictoires. L'Afrique, avec une démographie dont on sait qu'elle est galopante, c'est avec l'Asie la moitié de la croissance démographique d'ici 2050. Il y aura en 2030 1 milliard de jeunes Africains en âge de travailler contre 700 millions aujourd'hui, donc il faut créer beaucoup d'emplois. La croissance africaine est une réalité aujourd'hui, elle dépend des régions, c'est une réalité, ça n'est pas suffisant, parce que c'est une croissance qui crée peu d'emplois, peut-être vous le savez déjà. Donc il faudrait une croissance beaucoup plus forte, on va dire que c'est 4 aujourd'hui, un peu moins, il faudrait 7 au moins, sur l'ensemble du continent pour créer des emplois qui permettraient d'intégrer les arrivants au plan démographique. Les enjeux sont clés, évidemment, pour l'Afrique. C'est compliqué pour tout le monde. Je vous donne un argument pour dire que c'est compliqué pour tout le monde, mais si ce n'est pas compliqué, c'est que l'on se trompe, ou que l'on nous ment, ou que l'on dit des choses, des sottises, en fait. Une façon de développer l'emploi en Afrique, c'est de développer l'industrie africaine. Et donc, il faudra trouver un moyen de rendre compatible le développement de l'industrie sur le continent africain avec l'enjeu du réchauffement climatique. Si on considère qu'il y a antagonisme entre réchauffement climatique, enfin lutte contre, et industrie, alors on dit que l'Afrique n'a pas droit à l'avenir, sur le plan économique et tout ce qui s'ensuit en termes de progrès social, etc. Et donc là, nous avons des nœuds à défaire, et par la géographie comme par l'histoire, ces deux parties du monde, l'Afrique et l'Europe, ont sans doute un destin lié. Peut-être qu'on ne le comprendra pas et que ça se fera autrement et de façon désagréable, même douloureuse ou violente, mais ils ont un destin lié. Et je termine en vous disant qu'un des grands fondateurs de l'Europe, Schuman, avait écrit un texte qui est moins connu, mais qui est un texte très remarquable, dans lequel il proposait de passer très vite de l'Union européenne à ce qu'il appelait, lui, l'Eurafrique, c'est-à-dire la fusion de l'Afrique et de l'Europe. Il propose ça à la fin des années 40, début des années 50, en voyant déjà très loin, après l'Union européenne, très vite, il faut faire cela, disait-il. C'est la clé du futur de ces deux parties du monde. C'était une vision. Aujourd'hui, vous voyez bien, le sentiment n'est pas celui-là. Peut-être que nous commettons une erreur collective. En tout cas, vous serez à la fois les juges et les acteurs de cette période qui nous attend. Je vous remercie pour votre attention. Je suis désolé d'avoir été trop long. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Dominique Régnier. Et vous n'avez pas du tout été trop long. Au contraire, le discours était absolument passionnant. Nous allons faire venir des étudiants sur scène pour qu'ils viennent interagir avec vous. J'ai une toute petite remarque qui est intéressante en vous écoutant et sur cette notion du pouvoir.
Pas une fois, et pardonnez-moi de cette dimension, mais dans les dimensions foucaldiennes, on montre bien qu'il n'y a pas de pouvoir sans résistance. Et pas une fois, vous n'avez utilisé le mot résistance. Est-ce que pour vous, c'est parce que les résistances ou la résistance n'est toujours qu'épiphénomène et qu'elle finira par disparaître? Ou est-ce que c'est pour une autre raison, mais pourquoi est-ce que le mot résistance peut ainsi disparaître? Oui, non, vous avez raison. En fait, c'est je pense à une phrase de Giacomo Leopardi, qui était un grand théoricien italien du XIXe siècle, et qui disait dans un livre qui s'appelle Le Massacre des Illusions, vers 1820, 1830, quelque chose comme ça, il disait rien ne se ferait si personne ne s'y opposait. Et donc cette dialectique-là, qui fait que la résistance apparaît dès qu'il y a une action et que la résistance est constitutive de l'action qui se déploie. L'action se transforme au contact de la résistance. L'action ne voit jamais la résistance d'un bon œil, hein, mais en réalité, elle en tire profit. Et donc, je dirais ici que je n'imagine pas que le monde dans lequel nous entrons avec ce pouvoir qui se transforme et qui me paraît, moi, être en train de devenir un pouvoir plus autoritaire qu'il n'était, en fait. Je n'imagine pas l'absence de réaction, l'absence de résistance. Par contre, c'est une interrogation que je n'aurais pas eue il y a 10 ans. Ce que je vais dire là, par contre, les nouveaux outils de contrôle et de surveillance sont tels qu'il est possible d'envisager un contrôle très intime, très poussé d'une population, même immense. Et donc on est devant des capacités que le pouvoir n'avait jamais eues jusqu'ici. Je termine en disant, quand on lit les traités écrits par les princes au fil du temps, les manuscrits qu'ils ont laissés, les mémoires, les témoignages, il y a toujours chez eux la crainte d'être découverts dans leur faiblesse. C'est toujours présent, ça. Au fond, s'ils se rendaient compte que nous ne sommes que des femmes et des hommes comme eux, c'était plus souvent des hommes, mais enfin, la formule est d'aujourd'hui, s'ils se rendaient compte que nous ne sommes, au fond, que des humains comme eux, hein, donc cachons ce secret. Hein. Il y a un paysan qui a vu passer Louis XIV à cheval, qui a témoigné, ça a été retranscrit, c'est un passage magnifique, qui dit « J'étais extraordinairement déçu. Je pensais qu'il faisait 6 mètres de haut, qu'il était flamboyant, et j'ai vu passer un homme courbé sur un cheval, bon, et l'homme n'avait pas l'air très en forme, parce que Louis XIV était très malade. Et donc, quand on est confronté à la réalité, on se dit « Mais c'est que ça, le pouvoir ?» Donc, cette fragilité-là, cette peur-là, elle a habité le pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Là, il y a un changement quand même aujourd'hui, parce que la technologie rend possible une surveillance, un contrôle d'absolument tout le monde, ce qui fait que dans l'idée du pouvoir et de son exercice, je crois, va germer la possibilité d'en finir une bonne fois pour toutes avec la résistance. Ça ne signifie pas que ce sera le cas, mais cette idée, je pense, va germer. C'est une des raisons de s'intéresser, de mon point de vue, à la crise de Hong Kong aujourd'hui, entre ces deux parties du monde, la Chine et Hong Kong. Je pense que les Chinois réfléchissent beaucoup, et c'est très bien, à ce qui leur arrive à Hong Kong, et à la manière dont ils vont pouvoir se sortir de cette situation qui est un tournant. Et il faut vraiment le suivre parce que c'est un tournant. La réaction de la Chine sera une grande information sur ce que va devenir le pouvoir chinois. Et je ne sais pas ce que sera la réaction de la Chine, bien sûr, hein, sur ce que va devenir le pouvoir chinois et donc ce que va devenir le monde et le pouvoir dans le monde dans le XXIe siècle, puisque la Chine, à l'évidence, sera l'une des deux, peut-être la plus grande puissance du XXIe siècle. Merci, monsieur, pour votre discours. J'ai une question à propos de la distribution du pouvoir, en fait, de pouvoir privé et populaire. À savoir, est-ce qu'on peut dire déjà que les dirigeants des entreprises des groupes GAFA, par exemple, ont déjà plus de pouvoir global, on peut dire direct, plus puissant que, par exemple, le président des États-Unis qui a son pouvoir plutôt local. Et dans quelle mesure cette distribution du pouvoir peut changer pendant cette décennie, comme vous avez dit tout à l'heure? Merci. Merci pour votre question. La nouveauté de la situation, et votre question permet de le voir, la nouveauté de la situation fait que nous devons apprendre à comparer la quantité de pouvoir dans des domaines différents. Je m'explique ici. Il n'y a aucun doute pour moi que Trump a plus de pouvoir que Zuckerberg. Si le président des États-Unis, suivi par le Congrès, décide de casser le monopole des big tech,
il le casse, on en discute en ce moment, vous le savez, il le casse et, par exemple, Zuckerberg devra vendre Instagram, Snapchat, etc. Donc on peut affaiblir beaucoup. Hein. Si on a la loi, on le fait. Les entreprises ont une nationalité encore, hein. C'est quand même américain. Maintenant, quand vous dites, et vous l'avez bien posé la question, quand vous dites comme cela, au fond, quels sont les pouvoirs respectifs, ce que c'est Zuckerberg sur 2 milliards d'humains, c'est inouï. C'est inouï, et le data mining, le traitement des données, les images, vous savez tout ça, hein, les images, les données, les data pures, enfin tout, hein, avec des calculateurs de plus en plus puissants, donne une connaissance et une prédictibilité et une capacité à orienter le comportement humain qui est incroyablement plus forte que ce qu'avaient les États jusqu'à présent par la propagande, les campagnes électorales, la communication publique, etc. On est vraiment passé à une puissance bien plus grande. Et je termine parce que je ne veux pas être trop long, mais c'est au point aujourd'hui, alors dans d'autres pays, aux États-Unis aussi, mais dans des démocraties en tout cas, vous ne pouvez pas vouloir arriver au pouvoir et ne pas être en bonne relation avec les big tech. Ce n'est pas possible. Vous devez être bien référencé, vous devez être dans cette mécanique-là. Voilà, il y a d'ailleurs des questions qui se posent sur les discussions qu'on peut avoir quand on est une entreprise comme les big tech et qu'on négocie avec un pouvoir non démocratique pour équiper le pays en question de technologies que l'on vend ou dont on vit. Il y a une interrogation sur la nature des concessions que l'on doit faire. Voyez, et donc, ce sont des entreprises privées, donc elles auront, je dirais, la conviction de leur pays, qui est leur entreprise. On ne peut pas faire autrement. C'est mon intérêt, c'est mon entreprise. Et même si je suis américain, mon intérêt, c'est mon entreprise. Si l'État américain ne met pas une barrière, je peux aller très loin comme cela. Il n'y a pas de limite a priori. Ça, ce serait une naïveté de penser que les grands patrons des big tech vont se dire à un moment donné, j'arrête, j'ai assez de pouvoir. Le pouvoir, c'est comme l'argent. On rencontre peu de personnes vous disant, là, j'en ai assez, j'arrête. Soit dans le temps, soit en quantité. Je pense que c'est comme ça qu'il faudrait poser la question. En tout cas, je la trouve très pertinente. Vous avez parlé, dans votre intervention, du bouleversement du paysage politique. Donc, ma question, c'est quelle image avez-vous d'ici à 10-20 ans? Est-ce qu'il y a des institutions qui vont apparaître ou disparaître? Si oui, lesquelles? Et est-ce qu'on sera témoin de la disparition, par exemple, des présidents ou des premiers ministres et de l'apparition d'une institution supranationale et globale avec des vrais pouvoirs contraignants prenant le dessus des pouvoirs nationaux? Alors, merci pour la question. Je commence par le dernier aspect. L'émergence, tout ce que je vous réponds peut être absolument faux, bien sûr. Hein, c'est une question compliquée là. L'émergence d'un pouvoir supranational capable de contraindre, qui serait plus contraignant que l'ONU, plus contraignant que le FMI, plus contraignant que la Banque mondiale, enfin, moi j'aurais tendance à vous dire que ce n'est pas possible. Parce que ça veut dire que les États qui existent et leurs chefs devraient accepter de se débarrasser, d'abandonner une partie de leur pouvoir. Et ça me paraît contradictoire avec la notion de pouvoir. Je reconnais que, pour donner un argument contre ce que je vous dis là, je reconnais que ça a été fait en Europe. Les Européens, c'est 28, 27, apparemment, on va dire 27 et demi, nations qui ont décidé d'abandonner une partie de leur souveraineté pour fabriquer ensemble un pouvoir collégial, supraétatique, coopératif, leur donnant plus de capacité d'influence que séparément. Mais là, j'ai envie de vous dire, ici, je vois bien l'intérêt, si je suis président de la République française ou Premier ministre italien, roumain ou polonais ou je ne sais quoi, j'ai intérêt à avoir plus d'influence grâce à l'Europe, et même si je dois payer le prix d'un peu moins de pouvoir, plutôt que seul et risquer d'être
très faible ou menacé par des voisins puissants. Donc là, il y a une rationalité. Mais sinon, je ne crois pas du tout que ce soit possible d'imaginer une puissance souveraine capable de vivre de manière autonome. Clairement, les États-Unis, la Chine, la Russie, pour prendre des pays comme ça, qui sont des pays très caractéristiques, je ne les vois pas, l'Inde aussi, renoncer à une part significative de leur pouvoir pour établir un pouvoir contraignant qui agirait sur leur propre capacité. Ça me paraît très, très difficile. Le reste de votre question, c'était quoi? Parce que j'ai développé ce point. Oui, c'était ça. Et oui, sur les présidents et premiers ministres. Les institutions aussi, lesquelles vont apparaître ou disparaître, oui, même au sein des pays ou de l'Union européenne. Chez nous, quoi, en particulier, parce que après, les régimes fondés sur le choix par les gouvernés, le choix par les femmes et les hommes qui sont gouvernés, nous tous, le choix de ceux qui gouvernent, ça c'est l'incroyable idée démocratique, ce sont ceux qui vont obéir, qui choisissent ceux qui vont commander. Ça suppose de donner du pouvoir à quelqu'un ou un groupe de personnes. Dites-moi si ce n'est pas clair ce que je vous dis là. Si on choisit un pouvoir qui n'existe pas vraiment, un Premier ministre ou un président, ce choix ne servira à rien. Et si on dit on va supprimer le président ou le Premier ministre, et ce n'est pas la peine de choisir, parce que de toute façon on les a supprimés, on sort de la démocratie. Il n'y a pas d'élection compétitive dans beaucoup de pays. Ce n'est pas la peine. On a des présidents à vie. Vous avez des pays où les présidents sont là jusqu'à la fin de leur vie. Et donc, ce n'est pas la peine de faire des élections. La question ne se pose pas. Quand la question se pose, il faut que ça fasse sens. Il faut que moi, j'ai intérêt à aller voter. Sinon, c'est une comédie. Donc, on peut dire qu'il y a un président et un Premier ministre, ou un Premier ministre et pas de président, ou les deux, ou un seul. Je crois que c'est presque un détail. Ce n'est pas un détail pour la France, mais ce n'est pas si important que ça non plus. Ce qui compte, c'est la capacité qu'a un pouvoir à demander à ceux qu'il va gouverner de choisir ceux qui vont le gouverner. Et deuxièmement, de les choisir pour une durée limitée. 5 ans, 2 ans, 4 ans, 7 ans, 6 ans, mais c'est limité. À la fin, ça s'arrête obligatoirement. Et si on veut continuer, il faut à nouveau être élu. Ça, ce sont les critères, je pense, très distinctifs. Et il me semble que nous serons attachés collectivement à ça. Si j'ai le temps, en 30 secondes, j'ajouterai l'argument suivant. Moi, je vous invite à ne pas laisser dire, sans réfléchir davantage, que la démocratie est un régime occidental. Je ne le crois pas. On trouve des formes démocratiques en Afrique depuis très longtemps. On trouve des formes démocratiques dans les sociétés indo-américaines avant l'arrivée des colons aux États-Unis, ce qui va devenir les États-Unis, des sociétés très développées sur le plan démocratique. Il y a beaucoup de cas de sociétés dont on a parfois détruit les derniers vestiges qui nous font dire que ça n'a pas existé. Ça a existé, ça n'existe plus, mais ça n'est pas pour ça que ça n'a pas existé. On trouve beaucoup de signes de formes démocratiques très anciennes. Et j'aurais tendance à dire pour ma part que la démocratie, ce n'est pas le régime occidental, c'est le régime de la nature humaine. Parce que c'est le régime de la liberté et de la dignité. Ça n'est pas n'importe quel régime. Et que les humains, quand ils viennent au monde et quand ils forment société, ont une soif inextinguible de respect, de dignité, de liberté. Et que ça, c'est quelque chose que l'on peut obtenir dans une forme d'organisation qui permet à ceux qui vont obéir de contrôler ceux qui commandent. C'est pourquoi, j'insiste sur ce point, la démocratie, ça n'est pas une forme occidentale de régime. Il y a une interprétation occidentale de la démocratie, mais c'est une forme universelle. Alors moi, je voudrais revenir sur un point que vous avez évoqué, et pour faire un lien un peu avec le thème de ce séminaire qui est donc au niveau des frontières. On a vu avec M. Friedman qu'aujourd'hui, l'homme pouvait modifier les gènes et donc tendre vers un idéal humain et modifier ainsi les nouvelles générations. Et vous avez parlé de village global, et au moins au niveau numérique. Est-ce que vous pensez que l'humanité peut tendre ainsi à un village global physique avec une abolition complète des frontières ? Alors, l'humanité réelle, quoi, l'humanité, liberté de circulation partout, c'est un horizon en tout cas qu'on peut juger à la fois stimulant et logique aussi. On peut dire qu'il y a une forme de logique.
Il me semble que le processus en cours, mais sur des décennies, il me semble que le processus en cours, c'est plutôt celui-là, que c'est compliqué, très douloureux. Ça passe par des problèmes extraordinairement difficiles à régler, ne serait-ce que par exemple les problèmes d'immigration, régulation des flux, les confrontations interculturelles. Il y a des tas de problèmes dramatiques parfois. C'est rien d'autre que très compliqué. Mais il y a une incorporation croissante qui est incroyablement rapide de nos vies dans une culture commune. Il y a d'autres cultures. Heureusement, la diversité est une clé de cette humanité. L'uniformité serait une forme de disparition. On peut disparaître ensemble dans l'uniformité. Et il me semble que culturellement, politiquement, économiquement, nous avons franchi des étapes considérables. Et la question je dirais, de l'espace public numérique, la capacité que nous avons à être en relation chaque instant avec tout ce qui se passe dans le monde, d'ailleurs on est même saturé par ça. Vous êtes comme moi, j'imagine. On est saturé, il y a trop d'événements qui nous préoccupent, qui arrivent, qui nous arrivent à nous, en fait. Et donc on est déjà dans une espèce je dirais, de communauté universelle, d'être ensemble. Les effets seront d'autant plus forts que les générations vont se succéder. Donc il y aura, de ce point de vue-là, sans doute une tendance qui peut s'accomplir, peut-être même jusqu'au bout, qui serait la circulation complètement libre. Ça, c'est quand même, je termine par là ma réponse à votre question, c'est suspendu à deux problèmes. Le premier problème, il est que la circulation libre de tous partout, ça veut dire qu'il n'y a plus d'État capable de défendre sa souveraineté de circulation, ou sur la gestion des flux migratoires, par exemple. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'État qui soit attaché à la défense, à la souveraineté classique. Ça me paraît difficile avant longtemps. Et deuxièmement, il ne faut pas, évidemment, parce que ça c'est de l'histoire qui se déroulera demain, il ne faut pas, évidemment, fermer la porte intellectuellement aux réactions, aux phases de réaction, et on est dans une phase de réaction aujourd'hui, c'est-à-dire aux formes d'insurrection contre des vitesses trop grandes d'intégration dans un monde nouveau. Et donc des formes de repli, des formes de guerre civile, des formes d'opposition, des combats, des conflits, peut-être même de grandes guerres, enfin personne ne le sait, mais il y aura des étapes, peut-être même d'effondrement, je n'en sais rien du tout. Enfin, ce n'est pas linéaire et un chemin doux vers l'harmonie universelle, pas du tout. Mais je trouve que les éléments, en tout cas, poussent en ce sens. Dernier argument que je vous laisse développer, parce que vous savez ça mieux que moi, et puis c'est vraiment vos vies. Observez dans le monde de la musique, du cinéma ou des séries télévisées, observez les phénomènes d'inclusion planétaire des éléments symboliques, des conventions esthétiques, des modes narratifs qui font que maintenant on a des formes planétaires de cinéma et de musique et de télévision. Il y a des formes nationales, régionales aussi, infranationales, je veux dire, de cinéma, de télévision et de musique, mais il y a aussi des formes planétaires. Ce sont des éléments qui préexistaient autrefois, qui sont plus forts aujourd'hui et peut-être même de plus en plus forts. Moi, je voulais un peu revenir sur votre notion de résistance, notamment par rapport aux individuels. Est-ce que vous pensez qu'en tant qu'individuel, dans cette société qui est globalisée, là où on voit des GAFA qui ont énormément de pouvoir, les États-Unis, par exemple, qui ont aussi énormément de pouvoir, est-ce que vous pensez qu'en tant qu'individuel, par notamment une sorte de retrait de pouvoir, comme on a pu voir avec le boycott de Google, par exemple, ou des votes un peu contre la République en marche aux européennes, est-ce que vous pensez que par le retrait de pouvoir, les individuels ont une forme de pouvoir, ou est-ce que vous pensez que nous, en tant qu'individuels, on est surpassés à travers cette guerre de pouvoir qu'il y a entre les pays, entre les entreprises? Alors, moi, merci pour votre question, là aussi, je ferai une différence entre les deux exemples que vous avez donnés. Il y en a un qui est de l'ordre de la compétition organisée possible. Vous donnez un exemple d'élection. Aux élections, comme je connais un peu le fonctionnement des élections, comme vous, je sais que les jeunes sont moins inscrits. Quand ils sont inscrits, ils ne vont pas voter. En fait, vous allez voter quand vous allez vieillir. C'est pas mal, mais c'est mieux si vous votez avant. Et donc, s'il y a des élections avec un parti, même un parti au pouvoir, qui a des résultats qui
qui sont jugés bons ou mauvais, ça c'est la vie démocratique. Et là, l'individu a du poids. Le Brexit aux États-Unis, le Brexit a été adopté par en gros 17 millions de Britanniques contre en gros 16 millions, je simplifie un peu, avec les 17 millions qui ont voté le Brexit représentent à peu près 37% des électeurs britanniques parce qu'il y a eu beaucoup d'abstention. Si vous n'allez pas voter, vous n'aurez pas de pouvoir électoral. Si vous allez voter, vous serez surpris de voir à quel point ça compte. Et de plus en plus, en réalité. Ce n'est pas une blague pour faire plaisir à l'instruction civique et vous inciter à voter. Ce n'est pas une blague que de dire que ça compte d'aller voter. Il y a des résultats qui sont très serrés, il y a des résultats importants, et vous pouvez envoyer un message quand vous votez, vous pouvez arrêter un processus, vous pouvez battre un parti, vous pouvez le défaire, vous pouvez le faire, il s'en va, il a perdu, il s'en va. Ça, c'est possible. Par contre, l'autre exemple me paraît différent et asymétrique. Quel est mon pouvoir face à Google ou face au big tech chinois, c'est pareil. Quel est mon pouvoir? Il est soit inexistant, soit limité. Il est inexistant si mon pouvoir d'individu face au big tech se situe dans un cadre politique non libéral, non démocratique. Si je suis un citoyen chinois et que je veux m'insurger contre le crédit social, je suis mal parti. Si je suis un citoyen américain ou européen ou français et que je veux protester contre Google ou Facebook, je ne suis pas perdu. Ça va être très difficile. Je suis plutôt vraiment le petit pot de terre. Mais je peux avoir avec moi des juridictions, des partis, des syndicats, l'opinion, des pétitions, le Congrès américain, le Parlement français, le Parlement européen, la Chambre des Lords, je ne sais pas quoi. J'ai des appuis parce que dans ce cadre-là, ces entreprises, quoique très puissantes, ont des comptes à rendre et donc ça fait une différence. Cette différence, elle est le cadre général dans lequel, par ailleurs, et ça rejoint la première partie de votre question, si on a du pouvoir, même sur Facebook, par exemple, ou sur Google, dans nos démocraties, c'est parce qu'on a du pouvoir électoral sur ceux qui nous gouvernent. Donc là, les deux se rejoignent ici, dans le cadre démocratique. Merci beaucoup, Dominique Régnier, d'être venu cet après-midi avec nous. Merci, chers étudiants, d'être venus sur scène avec nous aussi également.